Le professeur Denis Charbit est politologue et il est, tout en participant, relevant de l'université ouverte, il est très proche de l'université de Tel Aviv. Il est un membre actif du groupe de recherche Hadar de notre université dans laquelle il a commencé sa carrière puisqu'il y a fait sa thèse, il y a soutenu sa thèse. Et il a très longtemps donné des cours dans le département de français. Le professeur Charvit, qui s'exprime souvent sur les ondes de la radio française et sans doute certains d'entre vous, de nombreuses personnes parmi vous ont eu l'occasion de l'entendre, il est spécialiste de sionisme. Il a publié une belle anthologie une belle anthologie des textes du sionisme en français, une anthologie qui a fait date, et il est aussi l'auteur de travaux importants sur le rapport des intellectuels français à Israël. Denis Charvit a publié entre autres un ouvrage tout à fait passionnant que je vous recommande très vivement si vous ne le connaissez pas encore, et qui porte sur ce qu'il a appelé les paradoxes d'Israël. Donc voilà, on a prévu donc avec Anna et avec Stella de traiter alors à partir des événements récents, donc de l'année électorale. C'est pas un événement récent, c'est toute une année et demie presque de crise politique, d'essayer de revenir sur le système politique israélien, de comprendre voilà pourquoi après avoir fonctionné finalement d'une manière relativement efficace. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est avec ce même système politique israélien qu'on a mené des guerres, gagné des guerres, surmonté la crise du coronavirus, même si elle n'est pas encore terminée, j'espère que je ne m'avance pas trop en le disant, mais voilà, des problèmes d'intégration de millions d'immigrants, enfin je veux dire, les défis, je n'ai pas besoin de vous le détailler, mais les défis qui touchent Israël ont été très très nombreux. Et pour autant, c'est avec un système politique, avec ses failles, avec ses inconvénients, avec ses avantages, que tout ceci a été fait. J'aime bien dire souvent que quand bien même le système ressemble un peu à celui de la quatrième République, oui, à la différence que la quatrième République a produit des hommes politiques relativement médiocres, à part peut-être Pierre Mendès France, mais justement, Pierre Mendès France n'a tenu que 7 mois et 17 jours, alors que ce système politique israélien, ben, il n'a pas empêché de placer à sa tête des leaders incontestables et incontestés, quelle que soit la sympathie ou l'antipathie qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux. Mais je dirais que de Ben Gurion à Ariel Sharon, de Ehud Barak à Shimon Peres, d'Yitzhak Rabin à Menachem Begin, en passant par Yitzhak Shamir Ben El Netanyahu, on peut encore une fois ne pas être d'accord avec la vision qu'ils ont eue de la politique, mais globalement, le système politique n'a jamais mis de frein à leur capacité de diriger et de mener, encore une fois, la guerre, la paix, de constituer une armée, de dynamiser une économie. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce système qui, globalement, a fait ses preuves, pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont des facteurs structurels? Est-ce que ce sont des facteurs conjoncturels? Est-ce que le problème que nous affrontons aujourd'hui, est-ce qu'on est amené à le vivre dans quelques années? Alors, bien sûr, les interprétations divergent, mais le fait est que, voilà, ça apparaissait à Anna et à Stella important de réfléchir sur cette question-là, justement au moment où voilà, cette crise va se dénouer, puisque, comme vous n'avez pas manqué de l'apprendre, d'ici mercredi, la Knesset devrait se réunir pour voilà, enfin former ce nouveau gouvernement après, encore une fois, près de 18 mois de gouvernement de transition. Alors, les aspects sur lesquels je voudrais revenir, et d'une manière très synthétique, c'est tout d'abord quelles sont les propriétés de ce système politique, d'une part, et en insistant peut-être sur un aspect sur lequel qu'on traite moins
en général, mais qui est d'actualité, c'est effectivement l'indépendance des pouvoirs, la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire d'un côté l'exécutif avec le législatif et de l'autre côté le judiciaire. Pourquoi l'appareil judiciaire et ce qu'on appelle la haute cour de justice, Bet Adin Agavoa Letzedek, on l'appelle en général sous la forme de son acronyme Bagatz, pourquoi finalement a-t-elle tant d'importance? Alors je sais bien que là aussi il y a des débats très idéologiques, hein, très, très forts, mais comprenons comment ce système-là a évolué. Parce que je dirais que peut-être ce qui me paraît le plus remarquable, mais typiquement israélien, c'est que ce système a évolué quand bien même on y a introduit pratiquement aucune réforme. Hein, de 1949 à aujourd'hui, alors à part cet accord du gouvernement sur lequel bien sûr je reviendrai, on n'a jamais introduit de réforme fondamentale, c'est toujours resté un système proportionnel, pluripartite, etc. Et pour autant, quelque chose a changé dans les rapports entre l'autorité politique, exécutive et législative et l'autorité judiciaire, et ce qui conduit effectivement aujourd'hui à comme ça une sorte de sentiment que c'est un petit peu la guerre entre ces deux pouvoirs, même si la décision de la Cour suprême la semaine dernière a permis sans doute de calmer le jeu, au point que certains se demandent si la décision n'a pas été prise, n'a pas été inspirée par une volonté justement de calmer le jeu, plutôt que voilà, de continuer sur cette dialectique où ces deux pouvoirs se neutralisaient presque réciproquement. Alors, voilà donc les deux aspects que je vais traiter. Le premier, c'est le système proportionnel. Bon, je pense que vous connaissez certainement la manière dont ça fonctionne par rapport au scrutin que vous avez connu, enfin pour ceux qui viennent de France en tout cas, qui est le scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Alors, quelles sont les propriétés de ce système proportionnel? C'est un système dans lequel, j'ai envie de dire, toutes les voix comptent. Voilà, aucune voix ne se perd, sauf si elle n'a pas, sauf si les voix se sont portées sur une formation politique qui n'a pas obtenu le seuil d'éligibilité, qui effectivement a un petit peu augmenté de 49 à aujourd'hui. À l'époque, c'était 1%, c'est passé à 2,5% il y a une dizaine d'années, et ça a été fixé depuis 2015 à 3,25% des voix. Donc ça veut dire que toute voix, tout électeur qui porte son suffrage, son bulletin sur un parti politique qui obtient plus de 3,25% de l'ensemble de l'électorat, cette voix n'est pas perdue. Et pour bien montrer la différence entre les deux systèmes, je vais montrer comment dans le système majoritaire uninominal à deux tours, là on a un système où si dans une circonscription, vous obtenez 49,9% des voix et que votre adversaire obtient 50,1% des voix, eh bien, ces 49,9% des voix ne valent rien. Elles sont perdues. C'est lui qui est député et les centaines de milliers de voix qui sont portées sur l'adversaire ne valent plus rien, ne sont pas additionnées à d'autres voix pour obtenir des suffrages. Donc c'est un système dans lequel, en fait, Israël est une seule circonscription. Voilà. On vote tous, alors chacun vote dans son école, dans son lycée, à la mairie, etc. Mais en fait, au bout du compte, on rassemble toutes les voix, ça fait une seule grande urne, et on compte le nombre de voix que chaque parti a pu obtenir. Et encore une fois, tout parti qui a obtenu un peu plus de 3,25% des voix est crédité de sièges proportionnels, d'où le nom de scrutin proportionnel, de sièges proportionnels au nombre de voix qu'il a obtenu. Alors, là aussi rapidement, l'avantage de ce système, c'est qu'il reflète l'électorat. Il n'y a pas, comme en Grande-Bretagne ou comme en France, on ne retrouve pas cette disparité entre un nombre de voix qui s'est porté sur un parti et, en l'occurrence en Grande-Bretagne et en France, vous avez des systèmes où on élimine en quelque sorte par le mode de scrutin la représentativité de ces formations qui peuvent faire 5, 10, 15, 20% des voix. Cette chose-là, la capacité d'écarter ces petites formations n'existe pas dans le système proportionnel. Toute formation qui obtient un certain nombre de suffrages est représentée proportionnellement au nombre de voix. Donc, le grand avantage de ce système, c'est qu'il reflète l'ensemble des opinions
et je dirais des classes sociales et idéologiques qui existent dans le pays. Et en général, parce qu'on est bien conscient du problème que pose ce scrutin proportionnel, c'est qu'il va donner beaucoup de poids à des formations qui n'ont pas beaucoup de sièges. Mais en l'occurrence, ça présente deux avantages. Le premier, c'est que c'est en général le mode de scrutin privilégié dans des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de consensus idéologique. Donc voilà, c'est valable de ce point de vue-là pour l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que vous avez, euh, dès la constitution de l'État d'Israël, vous avez au moins deux populations. On ne va pas de soi, c'est la population orthodoxe d'une part, qui est juive bien sûr, mais qui n'est pas sioniste, ne se définit pas comme sioniste, et c'est la population arabe d'Israël, dont je vous rappelle qu'en 1949, elle était la population vaincue de la guerre de l'indépendance. Or, quand vous avez deux populations dont le rapport à l'État ne va pas de soi, et clairement, et sans rentrer dans le détail, c'est clair que pour la population orthodoxe, et on l'a vu dans la crise du corona, et la population arabe, le rapport à l'autorité de l'État ne va pas de soi. Voilà, je ne vais pas plus loin dans l'examen de ce malaise, mais c'est clair que l'État d'Israël tel qu'il est, c'était pas le souci des Arabes israéliens, nommés citoyens, enfin, désignés comme citoyens israéliens, pas plus que de la population orthodoxe qui aurait voulu d'un État juif, mais pas tel qu'il s'est constitué depuis 1949. Or, quand vous avez deux minorités qui ont une, enfin, je dirais, dans le rapport à l'État est complexe, et je le dis de la manière la plus subtile et la plus nuancée, quand le rapport à l'État est complexe, il vaut mieux pour la santé de l'État que ces deux populations aient une représentation à l'intérieur du Parlement plutôt que exclus du Parlement comme le permet le scrutin majoritaire à deux tours, eh bien, on se retrouve avec deux populations qui pourraient contester l'autorité de l'État sans avoir de représentants à l'intérieur. Il faut bien comprendre qu'en ayant une représentation à l'intérieur du Parlement, vous avez en quelque sorte acheté, je mets des guillemets parce que je ne veux pas être péjoratif, mais vous avez en quelque sorte acheté l'ordre public, la tranquillité sociale, parce que ces deux populations en état d'aliénation vis-à-vis de l'État ont une représentation politique à l'intérieur de la Chambre. Et il faut bien le comprendre du point de vue de la stabilité du système politique, ce n'est pas tellement les doléances de leur population qu'ils représentent, c'est aussi ce qu'ils font, mais c'est surtout le fait qu'ils sont pour la population concernée leurs représentants à la Knesset, leurs représentants au Parlement. Et donc, ça joue dans les deux sens. Ils sont là pour dire voilà ce à quoi nous, orthodoxes ou arabes, nous aspirons, mais c'est également un moyen pour le système politique de savoir qu'il a des députés qui, aussi contestataires soient-ils, et on est bien d'accord que les députés arabes apparaissent toujours comme extrêmement contestataires de l'État d'Israël comme tel, oui, mais ils fonctionnent auprès de leur population comme des représentants de leurs doléances. Et ça permet d'une certaine manière de contenir et d'assurer, de garantir la stabilité du système politique. Donc voilà, je dirais, la première propriété, représentativité de tous. Et en général, et je dis bien en général, vous allez comprendre pourquoi, cela a eu comme deuxième effet, outre l'intégration de populations qui ne sont pas dans un rapport facile avec l'État tel qu'il est, cela entraîne, le système proportionnel entraîne comme deuxième conséquence la multiplication des partis politiques. Il vaut mieux être une petite formation et peser de tout son poids pour rentrer dans une coalition que rentrer dans un grand parti en quelque sorte. Et c'est vrai que de manière générale, et vous allez comprendre pourquoi je dis de manière générale, le système proportionnel en Israël a entraîné l'existence d'une dizaine de formations politiques représentées à la Knesset. Et pour vous donner les chiffres, de 49 à 2015, nous avons eu en moyenne générale de 10 à 15 formations politiques représentées au gouvernement. Ce qui ne s'est pas vérifié, ce qui ne se vérifie pas depuis l'introduction de ce seuil d'éligibilité à 3,25%. Du coup, les partis politiques ont peur de ne pas être réélus, parce que 3,25%, ça fait déjà, en gros, il faut avoir 4 sièges pour pouvoir entrer à la Knesset. Avec 3 sièges, vous n'entrez plus à la Knesset. Et le résultat, c'est que en 2019, dans les 3
dans les 3 séances, les 3 tours d'élection que nous avons eu, eh bien, on a obtenu un record dans l'histoire politique d'Israël, puisque nous n'avons en tout et pour tout que 8 partis politiques. Ça ne s'était jamais, on n'a jamais eu un chiffre inférieur à 2 chiffres, donc on a toujours un nombre de partis supérieur enfin, égal à 2 chiffres, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jamais au-dessous. Et pour la première fois, nous avons 8 formations politiques. Alors vous allez me dire, mais 8, c'est beaucoup, c'est encore, c'est trop, etc. Oui, à ceci près que il faut bien considérer qu'en Israël, et ça, je l'avais expliqué longuement quand on avait fait cette intervention sur les partis politiques en Israël, nous avons 4 familles politiques. Nous avons en fait 2 familles idéologiques et 2 familles sociologiques. Les 2 familles idéologiques, c'est la gauche et la droite. Aujourd'hui, je dirais d'ailleurs, je corrigerai peut-être et je dirais c'est le centre et la droite. La gauche est laminée, la gauche n'existe pratiquement plus aujourd'hui à la Knesset. Donc nous avons le centre et la droite. Et de l'autre côté, et les 2 autres familles, ce sont des familles sociologiques, ce sont le parti arabe, la liste arabe unifiée, puisqu'ils se sont rassemblés pour éviter d'être éliminés, et les partis religieux, au nombre de 3, le Yamina, le Shas et le Yahadut HaTorah. Donc, si vous avez 8 partis politiques, ça veut dire qu'en gros, par famille politique, vous avez environ 2 partis. La gauche a été représentée, mais encore une fois, je vous dis que par le Meretz et Avoda ensemble. Donc voilà, on va dire centre-gauche. La droite était représentée également par Israël Beiteinu, donc le parti d'Avigdor Lieberman. La liste arabe unifiée n'a qu'une seule formation politique pour éviter d'être disqualifié. Et en revanche, les partis religieux sont au nombre de 3, puisqu'ils disposent chacun d'une clientèle politique suffisamment forte pour ne pas avoir à se réunifier. Donc, pour le coup, je dirais que pour la première fois dans l'histoire politique d'Israël, ce n'est pas le grand nombre des partis politiques qui a été à l'origine de la crise que nous avons connue. Alors, bien entendu que donc voilà pour ce qui est du système proportionnel, donc avec ses avantages, intégration des populations problématiques, si je puis dire, à l'égard de l'État d'Israël tel qu'il a été créé. Mais deuxième fonction, une représentation politique accrue, à ceci près que cette fois-ci, ça n'a pas été le cas avec 8 partis politiques et je pense qu'on va rester sur cette donne-là même lors de futures élections si on ne modifie pas le seuil d'éligibilité. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que je voudrais évoquer, c'est celui des rapports entre l'instance judiciaire et l'instance politique. Alors, première précision, en général, vous connaissez tous la théorie de Montesquieu qui sépare 3 pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Alors, si ce n'est que dans un système parlementaire, il n'y a pas réelle séparation entre le pouvoir législatif et exécutif. Pourquoi? Parce que l'exécutif émane du législatif. Comme vous le voyez, il faut que plus de 61 députés lèvent la main pour que l'exécutif soit élu. Ça veut dire que sans la représentation parlementaire, il n'y a pas d'exécutif. C'est ça la grande différence entre un système parlementaire et un système présidentiel. Dans un système présidentiel, le président est élu indépendamment du Parlement, du Congrès, l'Assemblée nationale en France, le Congrès aux États-Unis, voire même le Sénat. C'est un autre, comment dire, c'est un exécutif qui tire sa légitimité et son autorité du fait qu'il s'adresse au suffrage universel. C'était la fameuse, pour rester sur le domaine de la France, c'était la fameuse réforme de De Gaulle qui a établi une institution appelée présidence de la République, non plus honorifique, mais avec étant, comment dirais-je, congénital à l'exécutif, mais très vite, il a dit non, le président ne va pas être élu par le Parlement, il va être élu par le suffrage universel. Et à ce moment-là, vous avez effectivement un président qui tire son autorité du suffrage universel, le Parlement qui tire lui aussi son autorité du suffrage universel, mais indépendamment, pas le même jour, c'est pas la même élection, là où en Israël, et on l'a beaucoup dit ces derniers temps, il faut bien comprendre, quand bien même la personnalisation de la vie politique fait que nous-mêmes nous disons je vote Gantz ou je vote Netanyahou, mais en l'occurrence, on ne vote ni Gantz ni Netanyahou, on vote pour des formations politiques, on vote pour des listes.
ok. Et c'est à ces listes de s'unir ensemble, hein, de s'agréger ensemble pour constituer une majorité de 61 députés. Et là, j'aimerais peut-être, alors, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais je dirais dans une réflexion sur cette notion qui est beaucoup plus problématique dans un système parlementaire que dans un système présidentiel, qui est la volonté du peuple. Qu'est-ce que veut le peuple? Ben, en vérité, il est très difficile de dire ce que veut le peuple pour une raison très simple. Je le rappelle, pour faire un gouvernement, il faut 61 députés. Eh bien, alors, si je vous donne une coalition de 61 députés avec les partis arabes, la gauche, le centre et un parti religieux, ben, c'est la volonté du peuple. Mais si je fais une autre coalition avec la droite, l'extrême droite, les partis religieux et le parti du centre, ben, on a aussi la volonté du peuple. Je veux dire que l'addition de 61 députés, vous pouvez la voir dans un système proportionnel, dans un système comme le parlementaire comme le nôtre, vous pouvez l'avoir avec 3, 4, 5 combinaisons possibles. Et je dirais d'ailleurs que, à mon sens, c'est ça la souplesse du système proportionnel, c'est que celui qui est le mieux placé en tête pour former un gouvernement, finalement, il a toujours devant lui plusieurs combinaisons possibles. À lui de choisir celle qui lui paraisse la plus stable, la plus sûre, celle qui lui donne le plus grand nombre de députés, celle avec laquelle il s'entend idéologique, avec laquelle il y a une plus grande homogénéité idéologique et politique, mais il faut bien comprendre que la volonté du peuple, ce qu'on fait quand on vote, voilà, ce qu'on fait quand on vote, c'est qu'on désigne l'ordre de grandeur de chacune des formations politiques en disant voilà, le Likoud en a 36, Bleu-Blanc en a 33, Yemina en a 6, Avoda, Meretz en a 7, etc. Et je ne vais pas revenir sur le résultat des élections. Voilà, c'est ça la volonté du peuple. Le peuple désigne, donne à chaque formation politique le poids qu'il a au sein du corps électoral. La coalition, encore une fois, elle peut épouser toutes les combinaisons que souhaite celui qui forme le gouvernement. Et en général, il a plus, je dirais, plus d'un tour dans sa poche. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs combinaisons possibles. Et on va en venir tout de suite à Gand, parce que là, jusqu'à présent, je reste un petit peu au-dessus de la consultation électorale récente, mais je vais y venir. Mais tout ça pour dire que, au final, de facto, comme on dit, la volonté du peuple, ben, c'est le gouvernement qui sera formé avec la coalition, quels que soient les partis qui s'y retrouvent. Voilà. En l'occurrence, celle que nous aurons, celle qui sera désignée mercredi, ce sera la coalition composée de Bleu-Blanc, du Likoud et de l'ensemble des partis qui soutiennent Netanyahou, c'est-à-dire les 3 partis religieux, Yamina, Chasse et Yahadut Torah. Et tout cela va faire environ 75 députés. On verra le chiffre exact en fonction de de quelques députés dont on ne sait pas exactement comment ils vont voter mercredi. Donc voilà, je dirais, voilà pourquoi c'est un abus de langage que de dire on vote Netanyahou ou on vote Gantz. On vote pour des formations politiques et en fonction du rapport de force entre elles, elles vont former une coalition. Tout ça, c'était pour montrer que, contrairement à la théorie de la séparation des pouvoirs, dans un système parlementaire, cette séparation est un peu fictive. Il n'y a pas d'exécutif sans la confiance du Parlement. Et donc, on voit le rapport étroit entre l'un et l'autre, bien entendu. Et donc, la séparation des pouvoirs repose sur l'indépendance de la justice par rapport au système politique. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, maintenant je vais pouvoir l'illustrer, le démontrer. Là, ce qui est absolument, je dirais, impressionnant, c'est que oui, c'est vrai, on a assisté à je dirais, un changement de régime, en quelque sorte. Quand je dis un changement de régime, ça reste toujours le même régime démocratique parlementaire, mais un changement des rapports de force entre la justice, l'appareil judiciaire et l'appareil politique, à la faveur, effectivement, de ce qu'on va appeler la révolution constitutionnelle, quand bien même elle n'a pas fait l'objet d'une décision votée en bonne et due forme par les parlementaires. Et c'est d'ailleurs ce qui donne, je ne veux pas rentrer qui a raison, qui a tort, je ne veux pas rentrer, vous le savez, quand j'officie dans ce domaine-là, exprimer
mon sentiment personnel ou mes convictions personnelles, mais c'est vrai que ceux qui, enfin, beaucoup de contestations du pouvoir judiciaire, une des contestations, je dirais, fondamentales, c'est de dire, mais ce changement ce changement dans les rapports de force entre la Cour suprême et le gouvernement n'a jamais été décidé par une loi. Effectivement, on n'a pas dit à un moment, ah tiens, il serait bon de rééquilibrer les rapports de force entre l'institution judiciaire et l'exécutif, et on aurait procédé à une loi fondamentale qui aurait organisé les choses. D'où voilà, le sentiment de contestation très vif qu'on entend souvent de la part de ceux qui, encore une fois, contestent, situés à droite et parmi les partis religieux, cette contestation de la Cour suprême. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de raconter ça très brièvement. Je ne vais pas prendre plus de 5 minutes, mais il faut quand même effectivement dire ce qu'il y a. Il s'est passé deux choses. C'est quoi la révolution constitutionnelle? Comment ça s'est opéré? Il y a eu deux choses, en fait, qui ont eu lieu. La première, c'est que dans les années 90, alors, commençons par le commencement. Nous avons un système judiciaire avec trois cours de justice, hein, ce qu'on appelle le tribunal de paix, le tribunal régional et enfin ce qu'on appelle le Bet Mishpat Elyon, la Cour suprême. Mais la Cour suprême, son rôle, c'est de revérifier, c'est le pouvoir en cassation, c'est de vérifier des affaires qui ont été discutées à l'échelon inférieur. Mais effectivement, cette Cour suprême, elle a également une autre fonction, celle que l'on appelle en hébreu, traduit en français, la haute Cour de justice, et elle est chargée d'arbitrer tous le contentieux entre un citoyen ou des citoyens et une autorité de l'État. Quand je dis une autorité de l'État, ça peut être le gouvernement, ça peut être le rabbinat, ça peut être une société gouvernementale, un marché économique mais dirigé par le gouvernement, ça peut être la municipalité, tout ce qui est, si vous voulez, qui relève de l'exécutif. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça existe, et ça existe depuis les années 50. Okay, donc, ça, c'est pas nouveau. Mais qu'est-ce qui a changé? Il y a eu deux changements importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle en droit constitutionnel le droit de saisine. Qui a le droit de saisir la haute cour de justice? La Cour suprême, encore une fois, c'est simplement quand on se pourvoit en cassation. Qui a le droit de saisir la haute cour de justice, c'est-à-dire cette instance qui va arbitrer le contentieux entre un citoyen et une autorité de l'État? Jusque dans les années 90, c'était uniquement les personnes concernées directement par le contentieux. Voilà. Si par exemple, je sais pas, la municipalité décide je sais pas, de faire une autoroute juste là sur mon pâté de là dont une terre qui m'appartient, ok, et je conteste la décision, eh bien j'ai le droit puisque je suis directement concerné par le contentieux. Vous avez pris une partie, vous m'avez exproprié de ma terre, la compensation n'est pas suffisante, je dépose une requête à la haute cour de justice. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu des années 90? La haute cour de justice a décidé d'élargir le droit de saisine, c'est-à-dire tout simplement de préciser que désormais peuvent saisir la haute cour de justice non seulement le citoyen impliqué directement par le contentieux, mais toute association euh, qui défend une vision du bien public. Et vous avez compris, en gros, pour dire les choses clairement, des associations des droits de l'homme peuvent déposer une requête à la haute cour de justice en disant voilà quelque chose qui nous apparaît anticonstitutionnel, contre la loi, contre les normes, contre les valeurs de l'État d'Israël, etc. Et depuis plus de 20 ans déjà, la haute cour de justice, là où autrefois elle aurait dit désolé, vous n'êtes pas vous-même, prenons, je sais pas, un réfugié érythréen qu'on menace d'expulsion. Auparavant, il n'y avait que ce réfugié qui aurait pu aller à la haute cour de justice pour se plaindre. Désormais, il n'est pas obligé de le faire. Ça peut être des associations, loi de 1901, si vous voulez, à l'israélienne, qui peuvent dire, voilà, là, il y a quelque chose qui ne va pas, etc., et avoir l'avis de la haute cour de justice. Voilà le premier point. Mais ce n'est pas tout. Ça n'aurait pas suffi. Le deuxième point, qui a bouleversé l'équilibre entre le judiciaire et l'exécutif, c'est que, alors, un petit mot, vous savez qu'en Israël, nous n'avons pas de constitution, nous n'avons pas de constitution écrite, mais en même temps, nous ne sommes pas comme les Britanniques. Les Britanniques n'ont pas de constitution écrite et rien d'autre.
ok. En revanche, nous avons des chapitres de la Constitution. Nous appelons ça des lois fondamentales. C'est-à-dire que le jour où nous réunirons tout ce qui devra faire partie d'une constitution, ben, nous avons déjà la plupart des chapitres, même si nous n'avons pas encore l'intégralité. C'est la raison pour laquelle nous n'avons toujours pas de constitution. Mais en fait, ces lois fondamentales préfigurent la constitution à venir, mais fonctionnent d'ores et déjà comme la constitution écrite, même si nous n'avons pas, c'est comme une œuvre inachevée en quelque sorte. Nous avons une constitution inachevée, mais nous avons une constitution. D'ailleurs, moi, dans mes cours à mes étudiants, je leur dis, arrêtez de dire qu'Israël n'a pas de constitution, dites plus précisément qu'elle n'a pas de constitution achevée. Il manque des chapitres. Alors effectivement, dans les années 50, 60, 70, quand en 50, on a décidé de ne pas rédiger de constitution, on a fait ces lois fondamentales, mais sur quoi elles portaient? Elles portaient sur l'organisation des pouvoirs, le gouvernement, le président, l'armée, la Cour suprême, etc. Mais nous n'avions, parmi ces lois fondamentales, nous n'avions, jusqu'en 1992, nous n'avions aucune loi, comment dirais-je, qui protégeait les droits des citoyens. Voilà. Aucune de ces lois fondamentales ne venait dire aux citoyens, cette loi-là vient protéger le citoyen contre toute exaction, contre tout abus de l'autorité gouvernementale au sens le plus large du terme. Et en 1992, voilà que le ministre de la Justice de l'époque, en accord avec des juristes qui se retrouvaient, y compris dans les partis de l'opposition, ont voté deux lois fondamentales, qu'on appelle la loi sur la liberté de l'emploi et la loi sur la dignité de l'homme et sa liberté, Chofesh Haïsouk, Kvod Ha'adam Vecheruto, donc qui date de 1992, pour, voilà, pour donner pour la première fois dans la législation israélienne, dire que le citoyen israélien a des droits par rapport à l'autorité politique. Et ce qui a été décidé également, c'est de donner à ces deux lois, uniques en leur genre, puisqu'on n'avait pas de droit de ce type jusqu'à présent, de loi de ce type dans notre législation, il a été décidé de leur donner le statut de loi fondamentale. Okay. Et ça, c'est en 92, c'était au moment de la chute du gouvernement Shamir et avant l'entrée en fonction de Yitzhak Rabin. Voilà qu'en 1995, vous voyez, c'est 3 ans après, pardon, en 1995, il y a un arrêt qui est rendu par la Cour, qui s'appelle l'arrêt Mizrahi, la banque à Mizrahi, qui d'ailleurs est rejeté par la Cour. Je ne rentre pas dans l'histoire, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que c'était que cette requête? Elle ne concerne pas notre sujet. Le fait est que dans l'arrêt rendu par la Cour suprême, les juges disent nous rejetons la requête n'est pas acceptée, mais nous considérons que la loi sur la dignité de l'homme et sa liberté, comme elle a été votée comme une loi fondamentale, ben en quelque sorte, elle a un statut supérieur à toutes les lois ordinaires. Toutes les lois en Israël se valent. Il n'y en a pas une plus importante que l'autre, puisque ce sont toutes des lois votées par le Parlement à la majorité relative. Il suffit qu'il y ait 20 personnes et que l'opposition n'ait que 10 personnes, et la loi passe. Et là, la Cour suprême, dans cet arrêt qui concernait une affaire qui n'a rien à voir avec notre sujet, a dit nous rejetons la requête, mais nous considérons que ces lois de 1992, elles ont un statut supérieur puisqu'elles ont été votées comme une loi fondamentale. Et donc, désormais, nous pourrons juger de la constitutionnalité des lois au regard de ces deux lois fondamentales. Alors, petite anecdote pour la petite histoire. Vous savez, quand la Cour suprême ou la Haute Cour de justice rend un arrêt, d'abord, elle donne un avis en quelques lignes, comme ça a été fait jeudi dernier, et puis quelques semaines plus tard, on publie l'ensemble des avis de tous les juges. On détaille les motifs qui ont conduit la Cour à prendre telle ou telle décision. Et là, pour la petite histoire, il avait été décidé que cet arrêt à Mizrahi serait publié le 5 novembre 1995.
Or, vous vous en souvenez certainement dans l'histoire politique d'Israël, le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin a été assassiné. Les juges ont quand même publié le 5 novembre l'ensemble des motifs pour rejeter la requête de Banca Mizrahi. Et bien entendu, personne n'en a parlé à ce moment-là, personne ne s'est rendu compte de ce que disait la Cour, parce que, bien entendu, tous nos esprits et notre cœur et notre sensibilité étaient bien sûr autour de l'assassinat de Rabin qui venait d'avoir lieu la veille. Il n'empêche que c'est là le point de départ de l'autorité, si vous voulez, de la Cour suprême, puisqu'elle décide, sans qu'il y ait aucun vote de la Knesset, mais elle décide, étant donné qu'elle est habilitée, là, légitimement, légalement, à interpréter les lois, à considérer que comme ces deux lois ont un statut supérieur, désormais, toutes les lois votées par la Knesset devront être confrontées à ces deux textes. Est-ce qu'elles sont compatibles ou est-ce que la mise en cause de la dignité, de la liberté de l'emploi est justifiée au regard de ces deux lois? Alors, du coup, il y a eu, je crois, quelque chose comme 12 ou 13 lois qui ont été annulées par la Knesset, pardon, par la Cour suprême, au regard de la contradiction avec ces deux lois fondamentales. Mais ce qui est plus important que le nombre de lois annulées, c'est effectivement que, du coup, la Haute Cour de justice a joué un rôle et joue un rôle essentiel dans la vie politique israélienne sans qu'il y ait eu changement de régime. Et toute la contestation de cette autorité de la Haute Cour de justice vient, entre autres, de ce que cela n'a jamais été, comment dirais-je, décidé par une loi fût-elle fondamentale, pour dire, ben voilà, ici on change un petit peu de régime. Et donc, en ce sens, c'est vrai, on ne peut pas le nier, l'État d'Israël, le régime politique israélien ne fonctionne pas de la même manière de 49 à 95 et de 95 à 2020. Je vais vous dire ça d'une seule phrase pour que ce soit le plus clair possible. Si je devais faire uniquement un cours, une conférence sur le système politique israélien de 1949 à 1995, je n'aurais pas eu besoin d'enquiquiner mes élèves pour leur parler de la Haute Cour de justice. Elle n'avait aucun rôle ou pratiquement aucun rôle politique. C'est pas qu'elle n'a pas rendu des arrêts importants, notamment sur la liberté d'expression dans les années 50, mais globalement, cette Cour suprême rejetait, chaque fois qu'on lui demandait une opinion judiciaire sur une affaire politique, elle disait, nous, on ne peut pas s'en mêler, c'est une affaire politique, on ne s'en mêle pas. Depuis 1995, effectivement, nous avons assisté à cette révolution constitutionnelle et qui, voilà, et qui de plus en plus, je dirais, a suscité des critiques de la part de la majorité parlementaire, au moins depuis 2009, au point de menacer régulièrement, hein, on l'a encore entendu récemment, de menacer régulièrement de voter ce que l'on appelle, alors je vais le traduire en français, en hébreu, c'est Piskat Gabrut, la traduction qui m'apparaît la plus juste, c'est clause de suprématie, Piskat Gabrut, clause de suprématie. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si, enfin, elle n'a pas été votée, hein, mais c'était ça qui pesait sur la Haute Cour de justice, si demain, si le texte est voté, hein, pour l'instant ce n'est pas le cas, une loi est annulée par la Cour suprême, eh bien, en vertu de cette clause de suprématie, si elle est effectivement votée, eh bien, la Knesset aurait le droit de revoter cette loi annulée par la Cour suprême pour une durée de 3 ans, avec une majorité alors de 65, 70, 75 députés. Ça n'a pas été décidé, donc il n'y a pas de chiffre. Mais tout ça pour, en quelque sorte, placer une limite à l'intervention de la Cour suprême. Alors voilà, je dirais, sur le plan du système, et c'est vrai qu'on a assisté, je dirais, depuis quelques années, à une sorte de, je dirais, de neutralisation réciproque. Qu'est-ce qui a changé? Alors vous allez me dire, mais pourquoi finalement ce n'est uniquement depuis quelques années que la colère monte, en tout cas des rangs du Likoud, des rangs de Yamina, de Chasse, etc. Alors pour les partis orthodoxes, ça fait pas tôt, c'est parce que, il faut le savoir, nous avons une autorité religieuse en Israël, les tribunaux rabbiniques, les Bet Hadin HaRabbani, c'est eux qui font les mariages, les divorces, tout ce qui concerne l'héritage, les pensions alimentaires, etc. Or, quand bien même c'est un droit rabbinique indépendant,
toutes les décisions des tribunaux rabbiniques sont susceptibles d'être contrôlées par la Haute Cour de justice, puisqu'elle a vocation à contrôler tout ce qui est décidé par une autorité émanante de l'État. Bien entendu, à condition d'être saisie, hein. Attention, ça, n'oublions pas cette clause-là. La Haute Cour de justice n'a pas le droit de dire « Ah, ce que vous avez fait ne me plaît pas, donc je le remets en cause ». Il faut que quelqu'un se plaigne, et à ce moment-là, ils doivent arbitrer. Et c'est vrai que ces dernières années, je dirais depuis une vingtaine d'années, la Haute Cour de justice a reflété dans une grande partie de ses décisions, pas dans toutes, mais dans une grande partie de ses décisions, ce qu'on pourrait considérer comme un agenda laïque, c'est-à-dire protéger toutes les sensibilités, y compris les sensibilités spirituelles. Et donc, d'une certaine manière, la Cour suprême ou la Haute Cour de justice est plutôt mal vue par les partis religieux et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'un jour, effectivement, on puisse limiter l'autorité de cette Haute Cour de justice, surtout dans les questions qui touchent au rapport entre la synagogue et l'État en Israël. Pour le Likoud et pour Yamina, c'est tout simplement, je dirais, parce que c'est quoi une haute cour de justice, comme un conseil constitutionnel en France? C'est par définition une institution, une instance qui vient freiner l'exécutif dans sa volonté de gouverner sans entrave. On pourrait dire la même chose du procureur de l'État, le fameux Yoetz Hamishpati Lamemshala. Voilà des instances qui sont là pour dire en gros aux hommes politiques, attention, là tu vas un petit peu trop loin. Elle vient poser des limites. Et bien évidemment que le pouvoir d'État, le gouvernement, n'est jamais trop satisfait de cet interventionnisme-là. Voilà, en gros, pour les aspects, je dirais, du système politique israélien. Je voudrais dire peut-être encore un mot, si vous m'en donnez l'autorisation, sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Voilà, à quoi on a assisté. Alors, très clairement, là, on va quitter la question des rapports entre le judiciaire et l'État pour aborder une question politique. Et la question politique, c'était effectivement celle posée par quelque chose que tout un chacun considère objectivement comme une anomalie, mais qui a été entérinée et par le Vox Populi et par la Cour suprême la semaine dernière, c'est-à-dire est-ce qu'un Premier ministre peut-il être inculpé et être à la tête d'un gouvernement? Alors cette question-là, il faut bien le comprendre, elle a déjà été tranchée en 2008, lorsque on s'est posé la question face à des affaires de corruption, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire avec des élus qui sont soupçonnés d'avoir trempé dans des affaires de corruption? Et il a été décidé la chose suivante. Il a été décidé qu'un Premier ministre, parce que même si indirectement, il n'est pas, et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas directement élu par le suffrage universel, mais parce qu'il s'y rapproche le plus, et donc, dans ce contexte-là, il a été décidé que toute personne désignée, par exemple un ministre, par exemple, s'il est mis en examen, et à plus forte raison s'il est inculpé, eh bien là, la Haute Cour de justice a estimé que, alors la loi disait, le Premier ministre est en droit de le licencier, de le mettre à la porte. Mais l'interprétation qu'on a donnée à la Haute Cour de justice, c'était de dire un ministre doit être effectivement mis à la porte par le chef du gouvernement au nom du principe qu'un ministre n'est pas irremplaçable. Et son élection à sa fonction de ministre ne procède pas du suffrage universel. C'est une nomination qui est celle du Premier ministre, c'est lui qui nomme les ministres, et donc à cet égard, il peut être licencié, il peut être limogé. Et donc en 2008, l'avis avait été prononcé en 2005, et donc en 2008, on s'est penché sur le cas du Premier ministre. Qu'est-ce qui se passe si un Premier ministre est mis en examen, et à plus forte raison, inculpé? Et là, la Chambre a décidé que, comme là, le Premier ministre tire indirectement sa légitimité du suffrage universel, eh bien là, on devait en quelque sorte lui accorder une immunité partielle. Alors, c'est quoi cette immunité partielle? Pourquoi elle est partielle? Parce que certes, elle n'est pas comme à la française, le report du procès à la fin du mandat,
Mais n'oubliez pas qu'en France, ce report à la fin du mandat est limité par l'exercice de 2 mandats présidentiels. C'est-à-dire que si ce n'est pas au bout de 5 ans, c'est au bout de 10 ans que le président devra rendre compte de ce qu'il a fait à la justice. Dans le système parlementaire, je vous rappelle, regardez Merkel en Allemagne, il n'y a pas de limitation à l'exercice d'un mandat de Premier ministre. Netanyahou peut se représenter jusqu'à ce qu'il le souhaite. Je veux dire, il n'a aucune entrave, il n'y a pas écrit qu'un Premier ministre ne peut exercer que 2 fois 4 ans ou 2 fois 5 ans, il n'y a pas de limitation. Et donc, on a considéré qu'il fallait donc accorder au Premier ministre une immunité partielle, pas aussi libérale qu'en France, puisqu'en France, encore une fois, on repousse le procès à l'expiration du mandat. Là, on a considéré que dans ce contexte-là, eh bien, un Premier ministre pouvait continuer d'exercer son mandat de Premier ministre. Et que si ça pouvait choquer, comment dirais-je, la conception de comment le Premier ministre est en même temps inculpé, etc., on a considéré que ce qui l'emportait, c'était le fait qu'il était désigné indirectement au suffrage universel. Et donc, on ne pouvait pas prendre le risque, écoutez bien l'argument, il est très fort, on ne pouvait pas courir le risque d'une erreur. Ok? Un ministre peut être inculpé et la justice décider que ce ministre obtient un non-lieu ou est acquitté. Bon, ben alors il y aura une erreur, ce ministre aura payé, c'est arrivé une fois dans l'histoire politique d'Israël, le ministre de la Justice, Yaakov Neiman, mais dans les autres cas, en général, la personne a été inculpée. Là, on s'est dit, pour le Premier ministre, vous imaginez si à l'issue du procès, on décrète qu'il n'est pas coupable, et donc on aura mis en cause la volonté populaire, on aura mis dehors un Premier ministre alors que la justice n'a pas encore tranché. Et donc, on a décidé de cette formule qu'on peut considérer un peu bâtarde, mais qui, du point de vue, je dirais d'une certaine manière, reflète le mi-figue, mi-raisin de cette décision. C'est d'un côté, il continue d'exercer le pouvoir, de l'autre côté, son procès a lieu. Or, quel était donc le problème pour Benjamin Netanyahou? Il était très simple. Encore une fois, comme Premier ministre, il peut tout à fait exercer le pouvoir et avoir son procès en parallèle. D'autant que j'ajoute, parce que pour ceux qui ne l'ignorent, mais un inculpé n'est pas tenu d'assister à toutes les instances de son procès. Donc cette image qu'on a beaucoup employée au sein du Bleu Blanc et de Yesh Atid, alors le matin il va siéger un conseil des ministres et l'après-midi il va aller à son procès. C'est très joli, je veux dire, c'est très pittoresque sur le plan de l'image, mais ça ne correspond pas à la réalité puisque un Premier ministre ne doit, un prévenu, enfin un inculpé, ne doit siéger que quand on le lui demande, il doit répondre aux questions de son avocat ou de la partie civile. Là, effectivement, il doit être obligé d'être présent. Autrement, il peut s'en dispenser. Il n'est pas tenu de siéger à toutes les séances du procès. Alors, quel était le problème? J'imagine que vous l'avez déjà compris. Comme Premier ministre, Netanyahou peut continuer d'exercer le pouvoir, mais comme ministre, il ne peut pas, puisque là, l'arrêt Pinchasi indique bien qu'un Premier ministre doit, pas il a le droit, ça c'est la loi, mais elle est interprétée par la Cour suprême en disant il a le devoir de renvoyer un ministre. Or, comme le résultat des élections a été celui que vous connaissez, et là j'explique pour que ce soit clair, pourquoi on disait c'est si important pour Netanyahou d'avoir 61 députés. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas que le procès, et là je voudrais vraiment corriger les erreurs que l'on fait beaucoup, c'est pas que le procès n'aurait pas eu lieu. Là, je vous rassure tout le monde, l'indépendance de la justice reste ce qu'elle est, le procès Netanyahou aura lieu. Et Netanyahou, alors on peut toujours le soupçonner de vouloir empêcher le bon fonctionnement, le bon déroulement du procès, on ne sait pas ce qu'il nous réserve, effectivement. Mais dans l'esprit de Netanyahou, pourquoi il était important d'avoir 61 députés? Pour avoir une majorité parlementaire qui le désigne comme chef du gouvernement pour 4 ans. Et c'était quoi son calcul? Il ne l'a jamais dissimulé. Il l'a dit toujours très clairement. Pour lui, il lui paraît essentiel, il lui paraissait jusqu'à aujourd'hui essentiel d'être à son procès, non pas comme citoyen Netanyahou, mais comme Premier ministre Netanyahou. Il estime, à tort ou à raison, et là-dessus d'ailleurs, je ne suis pas de ceux qui suivent son raisonnement, et je vous dirai pourquoi. Il estime que les juges
du tribunal de district. Hein, c'est pas la Cour suprême ici qui, elle, c'est uniquement une cour de cassation. Mais il estime que les juges de la Cour de district qui va juger de son cas, de la Cour de district de Jérusalem, seront en quelque sorte inévitablement dissuadés dans la sévérité de leur jugement quand ils le rendront. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas affaire aux citoyens Netanyahou, mais ils auront affaire au Premier ministre Netanyahou. Et donc, lui, c'est pour ça qu'il souhaitait cette majorité de 61 députés qui lui aurait permis de mener son procès jusqu'à son terme avec le titre et la fonction officielle de Premier ministre. Au procès, on n'aurait pas dit « Monsieur Netanyahou, levez-vous », mais « Monsieur le Premier ministre, levez-vous », en espérant que le fait qu'il reste Premier ministre ait cet effet, on va dire, d'assouplissement dans la sévérité des juges à son encontre. En revanche, à partir du moment, et ça c'est le résultat des 3 tours électoraux, à partir du moment où il n'avait pas cette majorité de 61 députés, à quoi était-il condamné? Un gouvernement de rotation, ok? Et qu'il a proposé d'ailleurs assez vite. On partage, Gantz et moi, le pouvoir. Moi 2 ans, moi 1 an et demi, qu'importe. Le problème était, et c'est pour ça, et ça maintenant vous allez comprendre l'accord qui a été signé donc, il y a quelques jours, c'est que tout le problème Netanyahou, c'était pas d'éviter le procès. Moi, enfin, en tout cas, moi, je ne lui prête pas à l'heure d'aujourd'hui ce procès d'intention. Ça aura lieu le 24 mai. C'est vrai que la séance d'ouverture n'a pas eu lieu, mais parce qu'on était quelques jours après le déclenchement de la crise du corona et qu'à la faveur de la panique, on a estimé devoir remettre à plus tard, au 24 mai, c'est donc dans 14 jours, l'ouverture de son procès. Bon. Là, c'était habile, ça lui a permis effectivement peut-être de gagner encore un peu de temps, mais encore une fois, lui, tout le but de cet accord, c'était une chose très simple. Comment, alors la première année et demie, on va dire qu'ils se sont très vite entendus sur 1 an et demi, 1 an et demi. Très bien. 18 mois, Netanyahou exerce le pouvoir et il a son procès en parallèle. Là-dessus, ça ne pose aucun problème. Qu'est-ce qu'on fait du jour où Benny Gantz devient Premier ministre et Netanyahou devient ministre? Et là, vous avez l'épée de Damoclès, le fameux arrêt Pinchasi, qui s'abat sur la tête de Netanyahou. Ah, comme ministre, vous êtes renvoyé aussitôt. Et à ce moment-là, échec de la stratégie de Netanyahou, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne veut qu'une chose, c'est être entendu à son procès comme Premier ministre, pas comme ministre, pas comme citoyen. Et d'où, et maintenant je termine ce long raisonnement, d'où cette, comment dirais, cette construction politique inédite dans l'histoire politique d'Israël, qui consiste à dire, bon, donc dans 18 mois, Netanyahou ne peut pas être ministre, puisque s'il est ministre, il est obligé de démissionner. Gantz est obligé de renvoyer. Et donc, on a inventé, les 2 parties, hein, les 2 négociateurs, avec leurs avocats, hein, c'était surtout des juristes qui étaient impliqués là-dedans, ont inventé cette innovation du régime qui va être votée, qui a été votée à la Knesset et qui va donc s'appliquer à partir de mercredi, consistant à considérer qu'on ne va pas avoir un Premier ministre et qui en alternance, on va avoir 2 premiers ministres, l'un effectif et l'autre, comment dirais-je, potentiel. Voilà. Moi, j'ai appelé ça en hébreu, on dit chaloufi. Alors, dire Premier ministre de substitution, c'est trop compliqué, ça ne veut rien dire. J'ai appelé ça Premier ministre bis. Voilà. On va avoir, à partir de mercredi, 2 premiers ministres. Un Premier ministre en exercice et un Premier ministre bis. Il faudra qu'on l'appelle Rosh Hamamshala Chaloufi. On va voir comment les journalistes se débrouillent avec ça, mais en théorie, ils sont censés appeler les Gantz et Netanyahou Rosh Hamamshala Befoal, Rosh Hamamshala Chaloufi. Peut-être qu'ils utiliseront une autre manière, mais on le verra, on le saura dans quelques jours. Et toute cette construction, qu'est-ce qu'elle permet? Eh bien, elle permet à Netanyahou, dans 18 mois, lorsqu'il cédera son poste de Premier ministre en exercice dans la plénitude de ses fonctions, de conserver ce type de Premier ministre bis, de telle sorte que, vous l'avez compris maintenant, que l'épée de Damoclès Pinchasi ne s'abatte plus sur lui, puisque ce ne sera pas un ministre, ce sera un Premier ministre bis. Alors, jusque-là, vous allez dire, mais quoi, ça n'existait pas auparavant? Si, ça existait, mais sous une autre forme.
il y avait un Premier ministre et il y avait un vice-premier ministre. Ça existait dans l'organisation du gouvernement de 1949 à aujourd'hui. Mais ce vice-premier ministre, c'était quoi sa fonction? C'était de remplacer le Premier ministre dans deux cas. Un cas exceptionnel, c'est ce qu'on appelle nifsarout, c'est-à-dire un empêchement, et un empêchement pour des causes de maladie. Je vous donne l'exemple qui a eu lieu dans l'histoire politique d'Israël. Quand Ariel Sharon a eu son fameux AVC, on a proclamé que le Premier ministre, qui était toujours légalement le Premier ministre, était empêché d'exercer ses fonctions, et le vice-premier ministre, qui était à l'époque Ehud Olmert, l'a remplacé. Ça, c'est le premier cas de figure d'un vice-premier ministre qui occupe les fonctions de Premier ministre à cause d'une situation qui est la mort ou la maladie qui affecte un Premier ministre. Et le deuxième cas, beaucoup plus fréquent, mais beaucoup moins important, c'est effectivement chaque fois que le Premier ministre est en visite officielle à l'étranger. Chaque fois qu'un Premier ministre en Israël est en visite officielle à l'étranger, le vice-premier ministre occupe les fonctions de Premier ministre le temps que dure le voyage. D'ailleurs, 3 jours, 8 jours, 4 jours, 5 jours, voilà, en fonction du voyage à l'étranger, du déplacement à l'étranger. Voilà. Mais il était donc ce vice-premier ministre, en général, il était ministre de quelque chose et vice-premier ministre. Et là, les deux parties ont considéré que ça ne passera pas, il faut, vice-premier ministre, ça ne tiendra pas la route, Netanyahou aurait conservé un poste de ministre et vice-ministre, et donc ça ne passerait pas au vu de la pratique de cette fonction depuis 1949 à aujourd'hui, d'où cette construction juridique très compliquée consistant à dire, nous avons aujourd'hui, à partir de mercredi, nous aurons désormais 2 premiers ministres, un Premier ministre actif et un Premier ministre passif. Voilà, encore une autre expression que je viens d'inventer, que je viens de forger, pour dire à peu près la même chose. Et tout ça, il faut bien le comprendre, dans le but de permettre à Netanyahou, non pas d'éviter son procès, ça, il ne l'évite pas, mais dans le but de pouvoir être présent à son procès avec ce titre de Premier ministre et non pas comme citoyen, ce qui aurait été le cas s'il n'avait été que ministre et 18 mois après, il aurait été renvoyé. Et donc, vous voyez bien, dans cet accord-là, il y a un changement de régime, si je puis dire. Est-ce que ce modèle-là va rester longtemps ou est-ce qu'il va disparaître une fois que ce problème sera résolu? Là, il y a un précédent qui est constitué, mais d'où comment dirais-je, le sentiment que, enfin, pour ceux qui ont porté plainte, en disant, on confie à un Premier ministre qui est inculpé le soin de former le gouvernement, ça, la loi ne le prévoit pas. La Cour suprême a répondu non, en mettant en avant, encore une fois, le suffrage universel indirect. Après tout, l'opinion publique a eu 3 fois l'occasion de se prononcer là-dessus et elle n'a pas, comment dirais-je, infligé à Netanyahou une défaite telle que la possibilité qu'il forme le gouvernement soit exclue pour lui. Donc ça, c'est la première décision qui a été rendue par la Cour suprême. Et la deuxième concerne cette construction juridique extrêmement alambiquée, extrêmement compliquée, extrêmement inédite. Et là aussi, elle a dit, c'est la volonté des partenaires de la future coalition. OK, on peut trouver ça bien, on peut trouver que publiquement, c'est pas bien, etc. Mais juridiquement, ça tient la route parce que, voilà, on a le droit le Parlement le Parlement qui a voté a le droit de modifier certaines dispositions du fonctionnement des institutions politiques. Les 2 choses qu'ils n'ont pas acceptées et qui a été modifiée d'ailleurs, c'est le fait que dans 3 ans, la Knesset doit se disperser. Et là, ils ont dit non, l'exécutif ne peut pas dicter à la Knesset combien de temps elle va devoir exercer son autorité. Elle est là pour 4 ans. Si elle décide de se dissoudre avant les 4 ans, très bien, mais ça ne peut pas être marqué dans un document de cette nature-là. L'exécutif ne peut pas dire au Parlement, vous n'en avez que pour 3 ans. Donc ça a été remis en cause. Et pour le reste, comme c'était en instance de vote, la Cour suprême a préféré ne pas décider à l'avance en disant mettez-moi face à la loi une fois votée et nous déciderons si oui ou non elle est légitime, elle est valable, elle est juridiquement comment dirais-je, légale. Voilà où nous en sommes. Voilà, si vous voulez, les 3 aspects que je voulais ici définir. D'un côté,
le système proportionnel, ses avantages, ses inconvénients. Deuxièmement, la modification des rapports entre la Cour suprême, enfin la Haute Cour de justice et l'exécutif depuis 1995. Et enfin, cette construction juridique dont la vocation était très spécifique, celle de permettre à Netanyahou de se présenter à son procès comme Premier ministre et non pas comme citoyen dans 18 mois. Voilà. Une heure, voilà, bon, c'est pas mal, c'était peut-être un peu trop long, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Je remercie en tout cas, non sans avoir une fois de plus présenté mes excuses pour ces 20 minutes où je pense que Agnès et Stella ont dû avoir très peur. Voilà, et je m'en excuse aussi auprès de vous tous. Et voilà, si vous voulez voilà, vous manifester par des questions, je suis preneur. Et Il y a, il y a Denis dans la petite fonction que tu as en bas, Q&A, Question and ouais, je les Answers. vois, tout à Voilà, fait. donc il y a une série de questions, beaucoup trop, il y en a 19, certainement beaucoup trop pour que tu puisses répondre à toutes. Mais en tout cas, moi, je voulais déjà te remercier pour cette conférence qui a éclairci beaucoup de choses. Et si tu veux bien, j'ai pensé qu'il valait mieux que tu choisisses toi-même Tout les à fait, je les lis questions en ce auxquelles moment. tu désirais répondre. Donc, je te laisse faire, pas trop longtemps parce qu'on a un peu débordé le temps, mais c'est pas très grave. D'accord. Ok, très bien. Alors, je lis là rapidement les questions. Euh, voilà, très bien. Ok. Ou l'annexion des territoires, je vais en dire un mot également. Je note hein, en parallèle. Laissez-moi encore une petite minute avant de vous répondre. Alors, voilà, bon, je vois à peu près les questions qui ont été posées. J'en ai pris quelques-unes. Alors, la question de l'État juif et démocratique. Bon, d'abord, je ferai remarquer, puisque j'en ai parlé longuement, vous aurez remarqué que la fameuse loi sur l'État-nation du peuple juif n'a pas été votée comme une loi ordinaire, mais comme une loi fondamentale. C'est-à-dire justement pour, je dirais, opposer un contrepoids aux lois considérées comme, je dirais, trop universalistes, puisque la loi sur la liberté du citoyen, la dignité du citoyen et sa liberté ne fait pas rapport à la question juifs et arabes, orthodoxes, religieux, tout le monde est concerné par cette loi, si ce n'est que dans, la définition même de la loi, il est bien précisé que ces deux lois seront interprétées par la Haute Cour de justice en vertu de la définition de l'État d'Israël comme État juif et démocratique. La première fois, très important, la première fois que cette notion d'État juif et démocratique est apparue dans un texte de loi, c'est dans les lois de 1992. Donc, les lois de 92 intègrent cette notion d'État juif et démocratique. Mais effectivement, la majorité parlementaire de 2015, donc Likoud et les partis religieux, ont estimé qu'il y avait un déséquilibre, que ces lois, je dirais, droits de l'homme, ne faisaient valoir que la dimension démocratique de l'État d'Israël au détriment de la notion de l'État juif. Et donc, d'où l'importance pour ceux qui l'ont préconisée, elle a été votée, je vous rappelle, en 2018, non seulement de la voter, mais surtout de la voter comme loi fondamentale. Et j'ajouterais à cet égard que, pour bien vous montrer comment dirais-je, la prudence de de la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice donc la loi a été votée en juillet 18. On est en mai 2020. Ça fait donc 2 ans qu'il y a des requêtes qui ont été déposées pour décréter est-ce que cette loi sur l'État-nation du peuple juif est compatible avec la loi sur la dignité de la personne et sa liberté. Eh bien, 2 ans, depuis un peu moins de 2 ans, on va dire 18 mois, la Haute Cour de justice n'a pas trouvé le temps d'en discuter, okay, et ce n'est pas par hasard qu'elle n'a pas trouvé le temps d'en discuter, premièrement. Deuxièmement, elle a quand même pris une décision, c'est que le débat sur cette loi fondamentale sur les nations du peuple juif sera tranché par 14 juges, c'est-à-dire l'ensemble, pardon, 15 juges, pour que ce soit un chiffre impair, c'est-à-dire toute la Cour suprême, tous les juges de la Cour suprême devront siéger. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi la Cour suprême ne se précipite pas à le faire? Pour une raison très simple.
c'est que qu'est-ce que dit, quelle a été la Révolution constitutionnelle, qu'est-ce qu'elle a dit? Je vous rappelle, elle a dit, à la lumière des lois fondamentales, la Haute Cour de justice peut décréter de la légalité de toutes les lois ordinaires. Là, pas de problème. En revanche, elle n'a pas décidé de décréter, de fixer, est-ce que cette Haute Cour de justice peut décider de la légalité d'une loi fondamentale. Ça n'a jamais été précisé. Et donc, à cet égard, nous n'en savons rien. Et c'est pour ça qu'elle hésite, parce que la Cour suprême peut décider de la non-constitutionnalité d'une loi ordinaire. Elle ne peut pas décider, au jour d'aujourd'hui, de la non-constitutionnalité d'une loi fondamentale. D'où, encore une fois, l'importance d'avoir voté ce texte comme loi fondamentale et non pas comme loi ordinaire. La deuxième chose qui me paraît essentielle de préciser, vous allez dire pourquoi ce match nul, pourquoi il y a cet équilibre entre les pouvoirs? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a un non-dit entre le gouvernement et la Cour suprême. La Cour suprême, et là c'est lié à la question sur les territoires qui a été posée, et sur la question de l'annexion. Jamais la Cour suprême n'a jamais décidé de l'illégalité des implantations, alors même qu'elle considère que c'est un territoire qui relève d'une occupation selon le droit international. Mais elle n'a jamais tranché que ces implantations étaient illégales au regard du droit international. Même chose pour la barrière de sécurité. Et donc, je dirais que d'une certaine manière, la Cour suprême, le gouvernement Likoud, hein, depuis donc 1996, à quelques exceptions près, a toujours dit on vous laisse démocratiser, on vous laisse libéraliser, on laisse à la Cour suprême le soin de changer, de modifier, de prendre des avis qui ne sont pas de plein accord avec la majorité parlementaire du gouvernement, mais ne touchez pas à la question des implantations. Et voilà ce qui, je dirais, d'une certaine manière, neutralise, voilà, je dirais, la botte secrète de la Haute Cour de justice par rapport au gouvernement. Là, comme il y a une majorité qui se décide de manière assez stable hein, autour du maintien du statu quo, il n'est pas exclu que la Haute Cour de justice ne modifie pas sa manière de voir les choses et qu'elle n'intervienne pas sur la question des territoires. Alors, elle sera appelée sans doute à juger de la décision s'il y a annexion, mais je pense là aussi qu'elle sera extrêmement prudente et qu'elle considérera les choses avec beaucoup plus de recul que ce qu'on laisse entendre en général. Sur la loi norvégienne, alors qu'est-ce que c'est que la loi norvégienne? Alors, c'est ce qu'on connaît un petit peu en France, où un ministre... Alors, voilà, quand il y a indépendance du Parlement vis-à-vis de l'exécutif, eh bien, un ministre qui est député en France doit remettre son mandat de député. Alors, il le remet à son suppléant. Hein, en France, il le remet à son suppléant. En Israël, comme il n'y a pas de séparation de l'exécutif et du parlementaire, tous les parlementaires étaient ministres. En revanche, des ministres pouvaient ne pas être parlementaires. Okay, il a été décidé, il y a environ 10 ans, de voter une loi norvégienne stricte, restrictive. C'est-à-dire qu'un ministre peut décider volontairement de ne pas être député pour laisser la place à d'autres. Et là, il a été... alors, cette loi, elle n'a pas été remise en cause par la Cour suprême, mais ce qui est prévu, là aussi c'est une construction juridique très compliquée, ce qui est prévu, c'est que si un ministre décide de démissionner de son mandat parlementaire, le futur député n'est pas celui qui vient juste après lui dans la liste, mais quelqu'un de sa propre formation. Pourquoi ça a été précisé comme cela? Parce que, comme vous le savez, la liste bleu-blanc est initialement l'addition du parti de Gantz avec celui de Yair Lapid. Et là, si Gantz démissionne, si d'autres ministres démissionnent de leur mandat de député, ça pourrait laisser à Yesh Atid, au parti dissident, d'obtenir les députés suivants. Et donc, pour éviter cela, il a été décidé de modifier cette loi. Pour l'instant, ce n'est pas très clair et visiblement, il faudra trouver une autre construction juridique que celle qui a été proposée, mais ça reste encore en suspens. Merci beaucoup, Denis, d'avoir répondu, de nous avoir soutenus.
Et merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très, très prochainement pour une autre, pour être une excursion, comme on se l'est dit, dans les paysages israéliens. Si vous avez des demandes de conférences sur ces sujets particuliers, maintenant que nous N'hésitez pas. avons fait nos premières armes sur Zoom, nous sommes à votre disposition. Alors voilà, bonne soirée à tous et à très Absolument, je redonne l'email tlvuniversité@gmail.com. Ceci, voilà. bonne soirée et Denis, encore une restez en fois, bonne santé. merci. Au revoir. Merci Stella, merci Denis.